Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat de Backlash 2016. Je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Donc ça se tenait le 11 septembre 2016, donc c'était à Richmond, Virginia, donc c'était au Richmond Coliseum. Donc j'ai pas le nombre de spectateurs, ce qui est un petit peu normal. Et alors le thème musical de ce pay-per-view, donc c'était Stronger de Truth Fire. C'était un bon petit thème honnêtement, voilà. J'ai rien d'autre à dire honnêtement, donc ça a été très rapide. On va pouvoir passer directement par le pré-show. Donc alors le pré-show à la base il n'y avait aucun match d'annoncé. Finalement on a eu un match qui a été annoncé pendant le pré-show. Donc on a eu Baron Corbin face à Apollo Crews. Match qu'on a déjà eu pour un NXT Takeover, je sais plus lequel d'ailleurs. Je crois que c'était NXT Takeover Brooklyn, le premier je crois. Enfin je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Mais je sais qu'on a déjà eu ce match là pour un NXT Takeover. Le match donc a duré un petit peu moins de 10 minutes, donc c'est une bonne durée pour un match du pré-show. La qualité du match, je vais franchement être franc avec vous. Je parlais avec des potes sur Skype en même temps, donc au final le match j'ai pas du tout été à fond dedans. Et je vais pas vous le cacher, je l'attendais pas, donc bon voilà. Finalement c'est une victoire de Baron Corbin avec son End of Days, donc victoire du Baron Corbin. Je pense qu'honnêtement, il va juste attendre que Kalisto revienne de blessure pour continuer sa rivalité avec. Et pour Apollo Crews, je vais pas vous le cacher, pour moi il est totalement paumé dans le main roster. Je pense que la VE elle-même ne sait pas quoi en faire. Et c'est pour ça, je vous l'avais dit, enfin ça remonte, hein, je m'en rappelle encore. Et quand je l'avais vu monter dans le main roster, j'étais très surpris. Et je m'étais dit, pourquoi est-ce qu'il monte maintenant? Il avait rien fait à NXT au final. Il avait rien accompli. Et ouais, je suis vraiment déçu parce que honnêtement, on va pas se le cacher, c'est un bon catcheur Apollo Crews, mais malheureusement pour lui, ben voilà quoi, le mec il est un petit peu paumé quoi. Et honnêtement, je pense que la meilleure chose pour lui à faire, ce serait de trouver un partenaire par équipe et de former une équipe. Je pense que ce serait peut-être le seul moyen de se relancer parce qu'au final, quand vous regardez bien, Apollo Crews, il ira pas feuder pour le WWE Championship et pour le titre intercontinental, il a eu sa chance le mois dernier contre le Miz. Donc au final, c'est vrai que là, Apollo Crews, voilà, le mec est un petit peu paumé dans le main roster. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, bah écoutez, donc alors j'ai fini de parler du pré-show, donc on va pouvoir commencer par le show en lui-même. Donc, alors l'opener de ce pay-per-view, donc très surpris, donc déjà on a eu Daniel Bryan et Shane McMahon qui nous ont annoncé que SmackDown Live présentait donc Backlash et que ça allait être un show historique pour plusieurs raisons. Peut-être qu'on pourrait avoir 4 changements de titre ce soir et surtout qu'on avait deux lancements de titres, hein, les débuts de deux nouveaux titres à la WWE. Donc le titre Women's de SmackDown et les ceintures par équipe de SmackDown. J'étais presque mais persuadé qu'on allait avoir les Usos contre les Hype Bros pour ouvrir le show, même si c'est pas le match que j'attendais le plus de la soirée. Ça m'aurait paru plus logique au final puisque après il y avait la finale avec contre Heath Slater et Rhino. Donc j'ai été très surpris que ce ne soit pas ce match-là en fait qui lance la soirée. Mais ça a été donc le Six Pack Challenge Women's, donc pour le Women's Championship. Alors c'est un match bien évidemment qui était attendu, moi aussi je l'attendais. J'ai vraiment été surpris que ce soit ce match-là qui ouvre le show. Mais bon bref, ça m'a pas vraiment non plus traumatisé quoi. Donc alors le match a duré un petit peu moins de 15 minutes, donc c'est une bonne durée. J'aurais préféré qu'il dure à limite un peu plus longtemps, même si le match était vraiment bien, honnêtement. Donc alors, je vais déjà vous donner l'ordre d'élimination et donner mon avis après sur le match en lui-même. Donc alors, au niveau des éliminations, la première éliminée c'était Alexa Bliss. J'étais presque persuadé que c'était Carmella. Finalement, vous allez voir que je me suis totalement trompé. Donc finalement, Alexa Bliss qui s'est faite éliminer. Donc il y avait Natalia qui avait pris Alexa Bliss en position de powerbomb. Et donc on a Naomi qui a fait un neckbreaker donc en s'appuyant de la troisième corde. Beau combo je trouve. Donc élimination d'Alexa Bliss. Pas vraiment déçu, même si c'est une woman que j'apprécie un minimum. Je la voyais pas championne, donc j'ai pas vraiment été déçu. Ensuite, la deuxième éliminée, c'était Naomi par Natalia avec le sharpshooter. Là, par contre, j'étais déçu honnêtement. Parce que bon, voilà, Naomi, je pensais vraiment que c'était avec Becky Lynch, c'était l'une des deux que je voulais voir gagner au final. Donc j'ai été déçu. Ensuite, la troisième, c'est Natalia qui s'est faite éliminer par Nikki Bella après son Fireman Scary Cutter, son TKO, enfin bref, comme vous préférez. Ensuite, alors là, les gars, je vous le dis direct, je pense que vous me connaissez, j'aime pas Nikki Bella.
La prochaine éliminée, Nikki Bella qui s'est fait éliminer par Carmella après un roll-up. Autant vous dire que j'étais super content. Alors là les gars, ça a refait ma soirée. Je me suis dit putain yes, enfin, le show commence bien. Donc au final, donc vous l'aurez compris, en finale on avait Natalia, pas Natalia du tout, n'importe quoi, Becky Lynch et Carmella. Donc à ce moment-là du match, je me suis dit, bon, on va pas se le cacher, ça me paraît plutôt pété comme finale. On sait très bien que c'est pas Carmella qui va devenir championne. Enfin honnêtement, alors là, si ça aurait été Carmella championne, ça aurait été un énorme upset et je m'y aurais pas du tout attendu. Mais finalement non, la logique a été respectée. Donc c'est Becky Lynch qui a gagné en portant son Disarmor pour faire abandonner Carmella. Donc tout ça en 14 minutes 40. Avant de donner mon avis sur la victoire de Becky, je vais revenir sur le match donc en lui-même. Le match je l'ai trouvé bien, honnêtement. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai eu l'impression que les éliminations se sont enchaînées dès que la première s'est fait éliminer. Et j'aime pas quand ça fait ça en fait. Parce que vous regardez bien, Alexa Bliss, donc, qui est la première éliminée, s'est fait éliminer en 9 minutes 30. Donc ça veut dire que les 9 premières minutes, il n'y a eu aucune élimination. Et j'aurais préféré que ce soit plus espacé parce que ensuite vous regardez, Naomi au bout de 11 minutes, Natalia 12, Nikki Bella 12, 10 secondes après. Et ensuite la finale au bout de 14-40. J'ai trouvé que les éliminations étaient peut-être un petit peu trop rapprochées. Mais sinon le match en lui-même je l'ai vraiment apprécié. Seul défaut également j'ai trouvé pas assez de combinaisons de catcheuses. C'est-à-dire qu'on a 6 catcheuses dans le match. Mais au final, à un moment ça m'a même un petit peu énervé. À chaque fois les catcheuses jartaient les autres, les balançaient à l'extérieur du ring. Et je me suis dit, putain mais ils ont craqué ou quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de combinaisons à 3, même, voire même plus, c'est dommage. Sinon le match était vraiment plaisant, il y avait du rythme, il y avait des belles prises. J'ai noté un seul botch, mais vraiment très très flagrant. Donc c'est Naomi et Natalia. Alors par contre, je ne sais pas qui est en tort. Honnêtement, je pense que c'est un petit peu les deux qui se sont un petit peu perdus au niveau de la chorégraphie du match. Et donc du coup on a vu Naomi qui a un petit peu galéré, elle savait pas si elle devait passer par-dessus la troisième corde ou si elle devait rester. Bref, voilà. Honnêtement c'était très très flagrant. Et malheureusement, même si j'aime bien Naomi, c'est vrai que ça m'a un petit peu sorti du match. Moi de toute façon, on va dire les botches qui passent, c'est-à-dire par exemple la super kick qui touche au niveau de la main ou qui touche au niveau de l'abdos, qui touche pas vraiment à la tête. Par exemple, ce botch là, ça va pas vraiment me déranger. Mais un botch comme ça qui est très très flagrant et qui ralentit le match, par contre oui, ça va. Voilà, ça me gêne quand même. Mais sinon, à part ce botch, c'était vraiment sympa. Et maintenant donc au niveau du résultat, de toute façon comme je l'avais dit dans ma vidéo prono, je voulais soit Naomi, soit Becky. Donc victoire de Becky Lynch, ça me fait extrêmement plaisir pour elle. C'était la seule Four Horsewoman à n'avoir pas été championne, que ce soit à NXT ou dans le main roster, puisque Bayley, Sasha Banks et Charlotte ont déjà été championnes au moins une fois. Donc je suis contente pour elle, c'est une meuf qui le mérite honnêtement. C'est la babyface la plus aimable qu'on puisse trouver honnêtement. Elle est là, elle est toujours en train de sourire. Ça se voit, enfin voilà, honnêtement, c'est la meilleure babyface actuellement à la VE, je trouve. Avec Bayley, même si je n'aime pas Bayley, voilà, suffit de voir les réactions qu'elle prend. Mais c'est vrai que Becky, voilà, c'est mérité pour moi. J'aurais peut-être préféré Naomi, mais voilà, Becky Lynch, franchement, je vais pas faire la fine bouche. Becky, depuis le temps que tout le monde dit qu'elle mérite une ceinture, on va pas, voilà, on va pas se plaindre. Sinon, voilà, je suis vraiment content que ce soit pas Nikki Bella. Au-delà du fait que je peux pas la voir, pour moi c'était la meuf qui incarnait la division Diva. Et vu que c'est la division Women, c'est que c'est une nouvelle ère à SmackDown, ça me paraissait plutôt logique. Donc pour moi le résultat est parfait. Le match était vraiment bien. Donc au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10. Ensuite, alors le deuxième match de la soirée, en tout cas du pay-per-view, donc c'était la demi-finale du tournoi, donc pour arriver en finale pour les ceintures par équipe, pour affronter donc Slater et Rhino. Donc c'était les Usos donc, qui ont vraiment entamé leur heel turn avec une tenue noire, tout ce que vous voulez. Ils sont passés du côté obscur de la force face aux Hype Bros. Donc là c'était vraiment très contrasté, avec d'un côté les mecs tenue noire très badass, enfin entre guillemets badass, hein, et de l'autre côté les Hype Bros qui bon voilà arrivent avec une musique voilà très bref, vous m'avez compris, hein, le contraste est présent. Donc le match a duré un petit peu plus de 10 minutes, donc pour moi c'est une bonne durée, voilà, ça devait pas durer plus longtemps. J'ai trouvé que c'était une construction de match totalement basique, made in WWE, c'est-à-dire qu'on a eu les heels qui ont dominé en grande partie le match,
en faisant un long travail à deux sur Ryder. Finalement, au bout d'un moment, Zack Ryder a réussi à faire le tag avec Mojo Rawley. Finalement, donc Mojo Rawley a fait le ménage sur le ring. Voilà, il a fait mal. Mais ça n'a pas suffi puisque donc à un moment donc il y a Zack Ryder qui à nouveau a refait le tag, mais juste après les Usos ont repris l'avantage. Et finalement les Usos, donc c'est l'un des deux, c'est de toute façon, je vous le dis, hein, les mecs sont à la VE depuis 2010. J'ai jamais réussi à faire la différence entre Jay et Jimmy Uso. Donc l'un des deux Usos porte un genre de single leg Boston Crab sur Zack Ryder, sachant qu'ils avaient travaillé en grande partie du match sur Ryder et sur cette jambe. Et bien du coup Ryder abandonne, donc au final le travail sur sa jambe aura été payant. Donc les Usos vont en finale. Honnêtement, je suis pas du tout surpris. Honnêtement, pour moi c'était le truc presque, voilà, peut-être le match le plus prévisible de la soirée. Sinon le match en lui-même était vraiment basique, il n'y avait rien de transcendant. Je dis pas que c'était mauvais, mais il y avait vraiment rien de ouf. Donc j'ai mis 6 sur 10. Voilà, j'ai rien mis de plus. Voilà. Et j'ai oublié d'en parler, entre les deux matchs que je viens de vous dire. Il y a Orton en fait qui s'est fait attaquer en backstage par Bray Wyatt au niveau de sa jambe. Donc du coup voilà, ensuite les commentateurs nous disaient, est-ce que Randy Orton sera là pour son match plus tard dans la soirée? Donc voilà, c'est une petite précision. Ensuite, alors le troisième match de la soirée, c'était le match que j'attendais le moins. Donc c'était pour le titre intercontinental. Donc on avait Dolph Ziggler contre le Miz, match qu'on a vu et revu. C'est pour ça en fait que je l'attendais pas. Donc alors match qui a duré environ 18 minutes, donc c'est quand même c'est une très longue durée. C'est le deuxième match le plus long de la soirée. Alors à la base c'est un match que je n'attendais pas, puisque bon bah voilà, les Miz Ziggler on en a vu et revu, donc voilà. Surtout en 2014 où ils avaient fait une partie de ping-pong justement pour le titre intercontinental. Et ben finalement, honnêtement j'ai été extrêmement surpris. Pour moi c'est le meilleur match de la soirée avec le Six Pack Challenge pour le titre féminin. J'ai vraiment aimé ce match pour une raison, c'est que donc on a eu Ziggler qui a fait du Ziggler, ça c'est pas vraiment surprenant. Mais surtout on a eu un Miz qui nous a sorti des prises qu'il ne sort jamais. Donc alors à un moment il nous a fait les dropkicks dans le coin du ring en moquant Daniel Bryan. D'ailleurs il l'a un petit peu clashé juste avant son match, puisqu'il l'a vu en backstage en lui disant je vais faire ce que tu ne peux plus vraiment faire. Donc on voyait Daniel Bryan qui était énervé par rapport à ça. Ouais, donc le Miz qui nous a sorti des prises qu'il ne sort jamais. Pareil, il nous a ressorti le Figure 4 Leg Lock à un moment, prise qu'il utilisait à un moment, mais ça faisait longtemps qu'il l'utilisait plus. Et vraiment, ouais, j'ai vraiment pris mon pied avec ce match, vraiment très surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, honnêtement, il était vraiment cool. J'ai noté donc qu'à un moment on a Ziggler qui a porté son super kick à la Shawn Michaels sur le Miz. Finalement le Miz a mis son pied sur la corde, donc vous l'avez compris, le match ne s'est pas arrêté. Et finalement à la fin on a Maryse qui a en fait aspergé Ziggler avec, je sais pas ce que c'était vraiment, ça devait être de la laque ou un truc comme ça. Ziggler donc du coup était aveuglé, et derrière on a le Miz qui en profite avec son Skull Crushing Finale pour conserver le titre intercontinental. Donc je suis vraiment pas surpris du résultat, honnêtement je voyais vraiment pas Ziggler reprendre le titre. Mais par contre j'ai été vraiment surpris de la qualité du match. La fin ne me dérange pas, puisque c'est vrai que Maryse qui accompagne le Miz depuis maintenant avril si je me trompe pas, elle n'a presque jamais, on va dire, intervenu dans un match. Elle l'a presque jamais fait. Donc ça me dérange pas. Voilà, c'est pas comme si elle le faisait à chaque match de pay-per-view. Surtout que le coup de la laque, elle l'avait jamais fait non plus. Donc au final, la fin ne me dérange pas. Le match était vraiment plaisant, honnêtement. Ça se voit que les mecs se connaissent et sont potes dans la vraie vie. J'ai vraiment pris mon pied. Donc j'ai mis 8 sur 10. C'était vraiment un bon match de championnat intercontinental et j'en redemande. Ensuite, alors on a eu forcément Bray Wyatt qui arrivait sur le ring. Finalement donc l'arbitre a compté jusqu'à 10 pour voir si Randy Orton allait pouvoir venir pour affronter Wyatt. Finalement Orton n'est pas venu, donc victoire de Bray Wyatt par disqualification, enfin par voilà, par décompte extérieur. Donc vous devez vraiment vous en douter, je vais pas noter ce match, ce serait très très con et voilà, ça flinguerait totalement la note du pay-per-view. Donc par contre, ensuite on a eu un remplaçant de Randy Orton et c'était Kane. Bon, on va pas se le cacher, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver.
Par contre, alors je dis ça, franchement j'en sais absolument rien. Je ne sais, franchement je ne sais pas si la blessure de Orton, je ne sais pas si c'est un work ou s'il est vraiment blessé en fait. Donc euh, on va prendre qu'il est blessé. Et donc s'il est vraiment blessé, c'est-à-dire, ça veut dire que Kane a servi de bouche-trou, mais surtout ça veut dire que le match entre Kane et Bray Wyatt a soit été totalement improvisé, soit a été écrit en 2-2. Donc du coup, je vais pas être sévère avec ce match. Donc c'était un no holds barred, j'ai oublié de préciser. Match qui a duré un petit peu moins de 11 minutes. Donc c'est pas très long, mais voilà, je veux dire honnêtement, c'était pas le match qu'on attendait. On attendait surtout Orton Wyatt, on n'attendait pas Kane Wyatt. J'ai trouvé que c'était un no holds barred quand même assez fade, on va pas se le cacher. La seule chose que j'ai aimé dans ce match, c'est la senton splash de Wyatt sur Kane à travers la table des commentateurs. Sinon après ça se résumait à je te mets des coups de chaise. Et bon voilà, c'était vraiment pas terrible. On a eu du choke slam sur la chaise. Voilà, c'était vraiment basé que sur les chaises. Et bon voilà, ça m'a un petit peu saoulé. Et en fait à la fin, ben, on a Randy Orton qui est arrivé sur le ring. Qui s'est approché du ring et qui est rentré dans le ring pendant que l'arbitre était là, ne pouvait rien faire au final puisque c'était un no holds barred et que donc il n'y a pas de disqualification. Et donc on a Orton qui a porté son RKO sur Bray Wyatt. Donc honnêtement je pense que du coup c'est un work. Ça me paraît, sinon voilà pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait venir quand même. Donc je pense que c'est un work. Et donc voilà, victoire de Kane en fait, qui ensuite a porté un chokeslam si je me souviens bien sur Bray Wyatt. Donc au niveau de la note j'ai mis 6 sur 10, j'ai été gentil. Dans le doute, je ne sais pas si c'est un work, s'il est vraiment blessé ou pas, même si je pense que c'est un work. Donc j'ai été assez indulgent, j'ai mis 6 sur 10. Et surtout, c'est quand même assez triste, hein, Bray Wyatt qui perd en pay-per-view contre Kane en 2016, sachant que Kane est considéré comme un pré-retraité. C'est vraiment triste pour Bray Wyatt. Ça me fait toujours rire quand je vois des gens qui se plaignent de l'utilisation de leur catcheur préféré. Donc je pense notamment des fois à Roman Reigns par exemple, en mode oh il a vraiment pas de chance en ce moment ou je sais pas quoi. Les gars, les fans de Wyatt, je pense que c'est les gars qui ont plus à se plaindre avec les fans de Cesaro. Et quand vous êtes les deux, comme moi, ben honnêtement ouais ça vous casse les couilles. Voir Wyatt perdre contre Kane, on est en 2016 les gars, enfin moi personnellement j'étais totalement blasé. Ça m'a blasé ce match. J'ai fait on se fout de ma gueule sérieusement. Et j'en ai rien à foutre hein, que Orton intervienne ou pas, c'est pas ça le truc. Hein. Mais même qu'il intervienne ou pas, sur le papier on verra quand même Kane a battu Bray Wyatt. Et arrêtez aussi avec les gens qui sortent l'argument Wyatt n'a pas besoin de victoire. Bah oui, bah bien sûr. C'est vrai que les catcheurs adorent perdre. Hein. Non mais sérieusement. Je vois des gens qui te sortent ça. Bray Wyatt c'est une entité, Bray Wyatt il a pas besoin de perdre. Enfin il a pas besoin de victoire. Ouais bah bien sûr. Bah allez lui dire, je pense que le mec il va aimer. Hein. Bray Wyatt ça va être l'ultime jobber, vous allez voir. J'ai vu un tweet qui m'a fait vraiment rire parce que ça va vraiment être ça. Il y a un gars qui va écrire un livre dans les 10 prochaines années, ce sera comment la WWE a sous-utilisé, sous-exploité le futur Undertaker. Et bah c'est totalement ça. La VE est totalement en train de foirer Bray Wyatt. Et j'ai envie de vous dire, on a l'habitude avec cette fédération. Ensuite, alors la finale du tournoi pour les WWE Tag Team Championship. Donc on avait Heath Slater et Rhino face aux Usos. Alors le match a duré 10 minutes. Donc c'est pas très long pour la finale du tournoi. Alors oui, je conçois, les Usos ont catché avant, c'est vrai. Mais c'est quand même pas très long, c'est comme la finale les gars. Hein. Le match en lui-même, je l'ai trouvé encore moins bon que le premier. J'ai trouvé que c'était... En fait c'est copie conforme, c'est-à-dire que là les Usos, et ben, ils ont travaillé sur Slater. Lors du match 1 c'était Ryder, et ben, lors de ce match là c'était Slater. Donc même construction que face aux Hype Bros. Au bout d'un moment on a Slater qui était l'ultime babyface de ce pay-per-view, qui a réussi à aller faire le tag avec Rhino. Finalement Rhino fait le tag, finalement Slater à un moment refait le hot tag. Finalement Slater se prend un super kick de la part de l'un des Usos. Juste derrière on a le gore de Rhino. Et finalement on a Slater qui se roule sur donc, le corps inerte du Uso pour faire le tomber. Et donc les tout premiers champions par équipe de SmackDown sont Heath Slater et Rhino. Alors ça me fait plaisir oui et non. Alors ça me fait plaisir par rapport au choix qu'on avait pour ce pay-per-view. Parce que honnêtement je voulais pas revoir les Usos champions. Les Hype Bros
j'étais pas forcément très chaud. Donc je suis content pour Heath Slater. Honnêtement, Rhino, je m'en fous un petit peu. Parce que lui, il a fait le tour et que c'est un vétéran. Mais Slater, comme je l'avais dit dans ma vidéo prono, ça fait quand même bien longtemps qu'il avait plus vraiment eu de belles victoires et de plans concrets. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de le voir champion. Ça se voyait, il était ému, ça lui a fait grave plaisir. De toute façon, comme Becky Lynch, les deux, ça se voyait qu'ils étaient vraiment contents d'avoir ces titres autour de la taille. Même si, honnêtement, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je pense que Slater et Rhino vont pas rester longtemps champions. Je pense que ça va vraiment pas être très long. Je peux me tromper bien sûr, mais je les vois pas rester très longtemps champions. Et je suis en fait déçu parce que voilà, c'est comme je l'ai dit pour le titre féminin, c'est la nouvelle ère. Et je pense que l'équipe qui incarnait au mieux cette nouvelle ère, c'est pas Slater, ni Rhino, ni les Usos. Ça aurait été à la rigueur les Hype Bros, mais surtout American Alpha. Et ça m'a vraiment dérangé, j'étais vraiment déçu au final que ce soit pas eux les premiers champions de SmackDown. Maintenant voilà, je suis content pour Slater, honnêtement, c'est un gars qui a toujours bouffé de la merde mais qui s'est jamais plaint au final, qui a toujours fait ce qu'on lui a demandé. Et du coup, voilà, respect à lui, il doit être bien content et voilà, et je pense qu'il va encore nous régaler avec les segments avec sa femme et ses enfants. Et j'ai oublié de donner la note, j'ai mis 5,5 sur 10 parce que oui, le match était vraiment pas terrible. J'ai vu des gens qui avaient trouvé le match énorme. Bah écoutez les gars, je crois qu'on a vraiment pas vu le même match. Et enfin le main event, donc c'était pour le WWE World Championship. Donc on avait le champion des Lunatic Fringe, Dean Ambrose, qui d'ailleurs au passage a de plus en plus de détracteurs. Au fil du temps, je vois vraiment de plus en plus de gens en avoir ras-le-bol du mec. Donc ça me fait plaisir de voir que je suis pas le seul à ne pas pouvoir le voir en peinture. Et donc face à AJ Styles, The Phenomenal One. Donc c'est un match forcément que j'attendais. Match qui a duré 25 minutes, donc c'est de loin le match le plus long de la soirée. Donc alors, le match donc très long forcément. J'ai noté que, alors, vous allez dire que je le fais exprès ou autre, c'est pas fait exprès les gars, c'est véridique. Je dois avoir un problème avec Dean Ambrose, je sais pas, alors je sais, apparemment j'étais pas le seul non plus, il y en a également un qui m'a dit que ça lui avait fait cet effet là. Mais j'ai du mal avec les matchs de Dean Ambrose. Même avec AJ Styles dans le ring, j'ai eu du mal à entrer dedans. Et pourtant, vous voyez, pourtant les Styles The Reigns, j'ai pas eu de problème à rentrer dedans. Donc j'ai vraiment que ce problème, je crois, avec Ambrose. Je n'arrive pas à rentrer dans les matchs de Dean Ambrose. Ça m'a fait cet effet-là également pour son match face à Jericho, que ce soit le Asylum ou le match 1v1. Ça m'a fait le même effet contre Ziggler à SummerSlam. J'ai un problème avec Dean Ambrose, c'est incroyable. Il me saoule de ouf. Je deviens un Mark quand il catch. Mais genre vraiment, enfin, il me saoule, je ne peux pas avec ce mec, c'est incroyable. Je comprends, honnêtement, je respecte la vie des gens, hein, mais je ne comprends pas qu'on puisse être diverti avec ce mec-là, honnêtement. Donc voilà, on avait Dean Ambrose en fait qui, je sais pas, il y avait un genre de faux rythme. Je sais pas, c'était vraiment bizarre comme construction de match. J'ai vraiment eu du mal, à rentrer dedans. À un moment du match, on a eu des This is awesome. J'ai halluciné devant ma télé, je me suis dit pardon. Vous êtes sérieux là? Pareil quand Ambrose a sauté là dans le public sur Styles. Ok ouais c'était cool mais ça s'arrête là. Enfin de là à dire que c'était énorme, awesome, bah, je suis pas d'accord. Après voilà chacun ses goûts, c'est toujours pareil hein. Sinon donc le match en lui-même, donc je vais pas vous faire un dessin, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ambrose qui a sorti des prises qui ne sortaient jamais, j'ai envie de vous dire. Il y a AJ Styles avec, j'ai envie de vous dire c'est normal. Et je dis pas ça en mode rage hein, mais les matchs de Reigns c'était excellent face à Styles. De toute façon, tous les matchs de Styles en pay-per-view cette année ont été bons, au minimum bons. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas anecdotique. AJ Styles, c'est l'un, voire le meilleur catcheur au monde, les gars. Et les groupies de Reigns ou de Ambrose qui vont venir me sauter à la gorge en mode, il a un match, ça se fait à deux, bien sûr. Mais forcément, quand tu fais un match face au Big Show et quand tu fais un match face à Styles, t'auras pas le même résultat dans un ring. Et forcément, quand t'as AJ Styles face à toi, bah forcément tu peux faire des trucs très cool. Et c'est ce qu'a fait Ambrose, il a fait des prises qu'il ne fait jamais parce qu'il affronte AJ Styles. Bref, je vais pas m'éterniser sur le dossier, sur le sujet. Donc le match en lui-même, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, même si c'était quand même pas mal. Mais il n'était pas si bon que ça, en tout cas voilà. Et donc finalement, à la fin, pendant que l'arbitre avait le dos tourné, enfin qu'il avait été un petit peu mis KO, sonné,
on a AJ Styles qui a, on va dire, rendu ce que Ambrose lui avait fait à SmackDown, c'est-à-dire qu'il lui a mis un coup de pied bien placé là où les mecs ne voudraient pas être frappés. Je vais pas vous faire un dessin. Enchaîné du Styles Clash. Donc nouveau WWE Champion AJ Styles. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, enfin, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous l'avez compris. Dean Ambrose en tant que champion et même Dean Ambrose tout court, je ne peux pas. Donc forcément, quand vous donnez le titre à AJ Styles, je peux être que ravi. C'est un gars que je suis depuis qu'il est à la TNA. Il a toujours été excellent. C'est un gars qui a été champion tout partout où il est passé. J'ai vu une stat, c'est le premier catcheur à avoir donc été champion poids lourd à la TNA, à la ROH, à la NJPW et à la WWE au final. Donc voilà, c'est une véritable légende du catch en lui-même maintenant du coup. Parce qu'avant on disait que c'était une légende du circuit indépendant, maintenant c'est une légende du catch tout court. Je suis très content que ce soit lui le champion, il le mérite amplement. Premier champion ex-TNA à devenir champion à la TNA et VE en tant que poids lourd. Ça aussi c'est quand même assez fort. Donc je suis impatient de voir ce qu'ils vont en faire, de voir qui seront ses prochains challengers. Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'AJ Styles va avoir un bon règne. J'espère qu'il aura un long et bon règne parce que voilà, j'adore ce mec. Donc je ne peux être que ravi. Et au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10, donc c'est pas exceptionnel, on va pas se le cacher. J'ai mis la même note au Ambrose Ziggler après avoir la tête reposée. On va pas se le cacher, le Ambrose Ziggler était moins bon. Voilà, j'ai totalement surnoté ce match-là, bref, c'est pas grave. Mais pour donc AJ Styles Ambrose, j'ai mis 7,5 sur 10. Donc en faisant la moyenne de ce show, de ce premier pay-per-view Backlash qui fait donc son retour depuis 2009, on arrive à une moyenne de 6,8 sur 10. Donc ça résume plutôt bien ma pensée sur ce show. Si je devais mettre une note, on va dire comme ça, sans prendre en compte la moyenne des matchs que j'ai donnés, je donnerais environ 6,5, gros maximum 7, pas plus. Donc au final, voilà, ça résume plutôt bien ma pensée. J'ai trouvé que c'était un show, premier pay-per-view on va dire de SmackDown, qui était plutôt pas mal. Maintenant honnêtement je vais pas vous le cacher, j'ai trouvé des gens qui avaient dit que c'était un show exceptionnel, excellent. Je trouve pas, honnêtement. Je pense qu'encore une fois ça c'est les résultats qui influencent la vie des fans. Voilà, la preuve que, et c'est vérifié, les résultats des pay-per-view influent totalement sur la vie des gens, puisque honnêtement, alors je suis très content, hein, la preuve que moi c'est pas comme ça. Becky Lynch championne, je suis vraiment content pour elle. Rhino et surtout pour Slater, je suis content qu'il soit champion. Donc voilà. Et AJ Styles WWE Champion, je suis très content aussi. Mais honnêtement, pour moi les meilleurs matchs de la soirée, donc ça a été le Six Pack Challenge et le Miz Ziggler. Le main event était solide. Sinon après ça, les deux tag team matchs étaient vraiment pas exceptionnels, loin de là. Et puis le Bray Wyatt contre Kane, c'était pas transcendant non plus. Enfin c'était vraiment, c'était passable on va dire, mais il y avait rien de ouf. Maintenant voilà, pour moi il n'y a eu aucune purge dans ce pay-per-view, mais c'est vrai que c'était un show quand même assez, ouais, il était correct. Enfin il était bien. Voilà, il était bien. Voilà, ça s'arrête là quoi. Honnêtement voilà, c'est pas le show de l'année, mais c'était sympa quoi. Voilà. Donc bah écoutez, cette vidéo est terminée, je vous invite à donner votre avis en commentaire sur Backlash. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé en général du pay-per-view? Est-ce que c'était un bon pay-per-view, un show moyen, un show pas terrible? Quel est le match que vous avez le plus apprécié, celui que vous avez le moins aimé? Est-ce que vous aussi vous êtes déçu que ce soit pas American Alpha les premiers champions par équipe de SmackDown? On se retrouve donc dans la semaine pour une vidéo qui arrivera jeudi ou vendredi, je vous en dis pas plus. Prenez soin de vous d'ici là. Salut tout le monde.